je vais plutôt témoigner de ce qu'on a mis en place, nous, à l'école, autour du bien-être, pour vous montrer comment on a mis le bien-être au centre de notre école et notamment aussi au centre de la cour de récréation. Alors, on est parti du constat... On est parti du constat, on a des locaux, alors c'est une école qui est située dans le 8e arrondissement, mais qui est vraiment très très petite. C'est une maison de poupée, on va dire, avec une cour qui est très petite, très sonore. On est à 29-30 par classe, donc beaucoup d'enfants, 5 classes. Des comportements, alors que je ne peux pas qualifier de dangereux, puisque c'est quand même relatif, mais des enfants qui sont très excités parce que cette cour, elle est quand même très petite et on a quand même des jeux de bagarre et de l'agressivité qui apparaissent. Alors c'est une école maternelle, donc de 3 à 6 ans. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on établisse un règlement dans cette cour parce qu'il courait dans tous les sens. Forcément, quand l'espace est petit, ça tombait, ça se faisait mal, etc. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? Alors, c'est aussi des enfants qui ont un stress dû à une pression familiale. Ils sont inscrits à 10 000 activités dans la semaine et on les sentait aussi très fatigués. Donc, tout ça fait que, aussi avec les rythmes scolaires, ils sont restés à l'école toute la journée, du lundi au vendredi, et ils sont très nombreux à rester jusqu'à 18h30 dans la semaine. Alors, nos objectifs... il y avait favoriser le bien-être, rechercher le bien-être des élèves et des personnels, parce qu'il fallait aussi... le personnel, c'est important, parce que quand on a des gens qui sont motivés face aux enfants et qui ont envie de travailler avec eux, eh bien, ça se passe beaucoup mieux. Donc, on a aussi mis dans la boucle les ACM, le personnel périscolaire, et du coup, pour réduire le stress dans les classes. On voulait développer les compétences psychosociales pour améliorer justement tout ce climat. Et puis enfin, c'était aussi favoriser les apprentissages avec l'écoute et la mémorisation. Donc on voulait que nos enfants soient un petit peu plus concentrés. Alors les compétences psychosociales, donc juste la définition des compétences psychosociales, donc c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'attitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 compétences psychosociales, il y a 5 couples, je vais vous les présenter. Donc avoir conscience de soi fonctionne avec avoir de l'empathie pour les autres, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, savoir gérer son stress, savoir gérer ses émotions, savoir résoudre les problèmes, savoir prendre des décisions, avoir une pensée créative et avoir une pensée critique. Alors, ces compétences, elles sont importantes parce qu'elles vont s'appuyer sur le respect des besoins des enfants et ça va favoriser l'estime de soi. Alors, on peut les regrouper et en tirer 3 pôles avec des compétences cognitives, des compétences sociales et des compétences émotionnelles. Et nous, on s'est attachés, en fait, lors de notre projet d'école, à travailler sur ces 3 pôles-là. Donc, on a mené des actions sur ces 3 pôles et c'est ce que je vais un petit peu vous présenter. Donc, le premier pôle, qui était les compétences cognitives, notre première action, c'était améliorer les espaces et l'aménagement de la cour. Donc là, on est parti de la question avec les enfants, puisque, comme le disait Sophie, les règles, si elles viennent des enfants, ils arrivent beaucoup mieux à les accepter et à les respecter. Donc, on est parti avec eux sur la question comment faire pour être le mieux possible dans la cour de récréation. Et on a adopté la démarche pédagogique suivante, à savoir raisonner, questionner et expliciter. Et du coup, de là, on en a tiré des règles où les enfants, c'est eux qui nous les ont données. Et on a donc rendu l'enfant acteur de ces règles-là. Alors, on est parti aussi, alors c'est compliqué parce que les enfants, quand vous leur demandez d'énoncer des règles, c'est toujours je ne dois pas courir, je ne dois pas sauter, enfin, ils sont toujours dans la négation. Et là, on est parti sur des règles positives, puisqu'on est parti du principe que le cerveau des enfants ne retient pas la négation. Donc, on a essayé de rédiger des règles de façon positive. Alors, sur les espaces, donc on a travaillé beaucoup sur les toilettes, parce que ça revient toujours, les toilettes. Et à ce moment-là, on est parti sur à quoi servent les toilettes.
Et donc, ils ont énoncé et on est allé chercher des images avec eux sur à quoi ça sert, les toilettes. Et vous voyez que par les images, on est dans du positif. On se lave les mains, on peut boire un verre d'eau, on peut se moucher. Enfin, voilà. Et on n'avait plus les je ne dois pas jeter les papiers par terre. Donc, ces règles-là, elles sont affichées maintenant dans les différents coins. Et on a essayé de voir un petit peu tous les espaces dans la cour qui étaient utilisés par les enfants et où on avait des problèmes avec les enfants, où il y avait des conflits. Alors, voilà, vous avez plusieurs espaces. Donc, on a un toboggan dans une cour minuscule, un toboggan, qui est donc une structure de jeu. On a une petite structure de voiture. Et puis après, on a un espèce de coin avec des bancs en pierre. Donc, très dangereux, parce que quand on court sur les bancs en pierre, on se fait mal. Donc, on avait décidé de faire en sorte que ce coin-là soit un petit peu plus un coin calme. Donc, les classes, donc 5 classes l'année dernière, on a délimité 5 espaces, entre guillemets. Donc, chaque classe a travaillé sur un espace et on a rédigé des règles que les enfants sont allés présenter aux autres classes ensuite. Les règles sont affichées. En fait, le but, c'est d'être cohérent vis-à-vis de tout le monde et que les adultes puissent avoir la même attitude face à l'enfant, que ce soit l'animateur, que ce soit l'enseignant, ou que ce soit même le gardien de l'école. Voilà. Donc, l'idée, c'était un petit peu que ces règles soient affichées, qu'on puisse se référer à la règle. Après la cour, on s'est rendu compte, alors c'est une école où on a un poste berceau, alors on accueille des professeurs des écoles stagiaires, donc l'année dernière on avait 2 professeurs des écoles stagiaires. Ce qui est intéressant quand on accueille des professeurs stagiaires, c'est qu'en fait on se rend compte qu'en tant qu'adulte dans une école, on a tous des règles qui sont très implicites et finalement on ne discute pas avec le voisin sur les règles. Et quand on a des professeurs des écoles stagiaires, même dans des quartiers, on va dire, faciles, si les règles ne sont pas explicitées et si on n'a pas explicité avec eux les règles, eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, on a travaillé ensuite sur les règles de vie dans toutes les classes et on s'est posé la question de comment je fais dans ma classe pour que l'enfant respecte le matériel, respecte l'adulte. Comment les règles de vie sont observées dans les classes. Et de là, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a essayé d'en tirer des règles qui conviendraient à tous et même au niveau des enfants. Et alors, on n'en a pris que 5 très, 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 très clairs, quoi, pour que les enfants ne soient pas perdus dans une immensité de règles. Parce que c'était la difficulté des professeurs des écoles stagiaires. Ils ne savaient pas trop où s'arrêtait la règle, quoi. Donc, après, on a organisé les temps de récréation. Alors là, je reviens sur ce qu'a dit Sophie. Nous, on a été obligés parce que la cour est petite, les classes, 5 classes, ça faisait trop. Donc on a réorganisé pour que des petits soient mélangés avec des moyens ou des grands, pour que dans l'espace court, il y ait des petits, des grands et des moyens. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait beaucoup mieux parce que les grands apprennent aux petits certains jeux. Et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux et on a réorganisé tout ça. Deuxième pôle, on a travaillé sur les compétences sociales et on s'est mis à travailler donc sur le sentiment d'appartenance, de la communication et les relations interpersonnelles pour encourager l'entraide et la coopération. Alors, mise en place de jeux coopératifs dans les classes, dans la salle de motricité, mise en place de jeux coopératifs. Donc, vous en voyez un. Alors, les enfants qui sont sur un tapis, là, c'est le jeu du pingouin. En fait, vous avez plusieurs tapis qui sont disposés dans la salle de motricité. Les enfants sont les pingouins qui sont sur la banquise. La banquise fond peu à peu, donc on retire certains tapis. Et eux, tous ensemble, ils doivent trouver une stratégie pour rester sur le tapis. Alors, je ne vous dis pas, au début, effectivement, ça capote un peu. Ils jouent sur les tapis, mais après, ils comprennent et ils se disent... Et on travaille avec eux sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que tous, on puisse être ensemble sur le tapis. Et donc, ils mettent des stratégies en place. Et tout ça, en fait, on a travaillé tous ces jeux-là pour qu'après, dans la cour de récréation, ils puissent réinvestir cette idée de coopération. Alors, ce qui est très important aussi, c'est là, l'enseignant devient acteur dans la cour de récréation. Il n'est pas simplement en surveillance. Il est force de proposition de jeu. C'est-à-dire que là, vous voyez, il a la main pointée, puisqu'il y a un enfant qui est venu le trouver et qui lui a dit « Moi, je voudrais vendre des glaces ».
Et donc l'enseignant, avec sa grosse voix, incite les autres enfants dans la cour. Il leur dit « Un tel vend des glaces aujourd'hui, qu'est-ce qui veut venir les acheter ?» Et il montre où on peut aller acheter les glaces. Donc vous voyez, tous les enfants, ils sont sous le toboggan, ils viennent acheter les glaces. Alors ça, c'était en été, enfin là, c'était en hiver, donc là, c'était plus les glaces, c'était les chocolats chauds. Et alors, pour avoir une monnaie d'échange, ils ramassaient les feuilles dans la cour de récréation pour avoir une monnaie d'échange. Voilà. Alors, dernier pôle qu'on a travaillé, ce sont les compétences émotionnelles. Alors, donc, attendez. Donc l'émotion, c'est une réaction physique. Alors, elle est soudaine, elle est brève, elle est déclenchée par un événement externe ou interne. Et on ne la maîtrise pas au départ. Quand on est enfant, on ne peut pas la maîtriser. Et donc, ce qui est intéressant à l'école maternelle, et ensuite tout au long de la scolarité, j'ai envie de dire, c'est de travailler sur ces émotions et sur accueillir cet émotionnel chez les enfants. Donc, on a 4 émotions fondamentales sur lesquelles on travaille en maternelle, donc la tristesse, la peur, la joie et la colère. Il y a des manifestations par le corps. Là, vous voyez, je ne suis pas super à l'aise. Voilà, merci. Mais et en fait, je pense que c'est très important de travailler auprès des enfants pour que ensuite on puisse travailler avec eux la connaissance et eux, ils travaillent aussi l'estime de soi à travers les émotions. Alors, il n'y a pas d'émotion bonne ni mauvaise, c'est en fait ce qu'on en fait derrière, c'est comment je la maîtrise derrière qui est intéressant. C'est-à-dire que vis-à-vis des enfants, quand un enfant est en colère, nous, à l'école, on ne va jamais lui dire « tu n'as pas le droit d'être en colère ». Au contraire, tu as le droit d'être en colère. Par contre, tu ne peux pas taper ton camarade, tu ne peux pas envoyer ta basket à travers la classe. Et c'est cette partie-là qu'on travaille beaucoup à l'école. Alors, je prends l'exemple, l'image du volcan parce que je trouve ça intéressant. C'est les recherches en neurosciences, elles nous apprennent à comprendre que l'enfant, et surtout l'enfant d'âge maternel, ne peut pas faire face seul à ses émotions, à toutes ces tempêtes émotionnelles. Il a besoin d'un adulte à ses côtés. Et que ça ne sert à rien à ce moment-là de le punir ou de le menacer, qu'il faut être là pour l'écouter, l'apaiser, le rassurer et le sécuriser. Donc, et aussi le consoler lorsque, évidemment, il est triste. Et plus on va accueillir cet émotionnel chez les enfants et chez les petits-enfants, et plus on va arriver au rationnel, et plus le rationnel va pouvoir se développer. Donc, chez les enfants, si on compare un petit peu cette tempête émotionnelle avec la lave d'un volcan, quand la lave, elle glisse doucement sur les pentes du volcan, tout va bien. Les émotions sortent tranquillement. Par contre, si la lave sort par un chemin détourné, là, on va avoir peut-être des petites explosions. Donc, c'est là où l'adulte est important pour venir consoler, apaiser, rassurer l'enfant. Et si jamais la lave ne peut pas sortir de ce volcan et qu'elle reste à l'intérieur de ce volcan, là, ça va se renfermer et c'est là où le sentiment de mal-être peut apparaître. Donc, les attitudes et les mots qu'on va avoir avec les enfants, ça va être pour nous des leviers privilégiés pour accéder justement au rationnel. Alors, à quoi elles servent, mes émotions ? Je viens d'en parler. Donc, elles renseignent sur l'état intérieur. Et c'est aussi des radars sur les situations et les autres. Et à quoi ça sert de travailler donc, les émotions à l'école ? Qu'est-ce qu'on fait de ces émotions à l'école ? C'est aussi travailler sur le climat scolaire, sur le bien-être, et c'est aider les enfants à développer des compétences, comme les compétences psychosociales, pour qu'ils arrivent à s'épanouir. Alors, c'est essentiel de leur proposer des ressources pour gérer ces émotions, parce que c'est comme ça qu'ensuite on va pouvoir apaiser les conflits du quotidien. Donc nous, dans une classe de moyenne section, enfin dans toutes les classes, ils travaillent les émotions, mais l'année dernière, plus particulièrement dans une classe de moyenne grande section, où on avait des enfants de moyenne section qui en avaient besoin. On a travaillé sur mimer ces émotions, les nommer, les retrouver dans le personnage d'une histoire. Donc lorsque l'enseignant lit une histoire, il s'arrête à un moment donné et il demande aux enfants, à votre avis, là, le personnage, il se sent comment ? On a aussi travaillé sur l'art et comment on représente la colère dans l'art, donc sur des peintures. Donc vous voyez un exemple. Dans une autre classe, à partir d'un petit bout de papier, ils se sont interrogés sur qu'est-ce que je fais avec ce petit bout de papier quand je suis en colère. Et là, il y a eu tous les verbes d'action de la colère, donc déchirer, froisser, qui sont abîmés.
Et du coup, on a mêlé le langage à ça et ils ont reconstitué le mot avec des lettres dans les papiers, dans les journaux. Dans une classe donc de moyenne grande section, là, il y avait la maîtresse est partie sur on va représenter cette colère et on va dessiner pour représenter la colère. Qu'est-ce qui te met en colère? Et donc elle est partie sur cette consigne-là et là ils sont très expressifs. Donc ouais, quand quelqu'un me fait mal, je suis en colère, je vais voir la maîtresse. Et là, on voit apparaître quelques secrets pour justement calmer cette colère. Puisque dans un deuxième temps, elle a cherché quels pouvaient être les secrets pour calmer la colère. Alors, on a mis en place dans les classes des coins soleil, des paniers bien-être, où les enfants peuvent trouver des petits objets tels que des doudous, des livres, des balles anti-stress. Il y a des miroirs à sourire, enfin, c'est assez rigolo. Pour justement extérioriser ces émotions quand ils ont et ils ont l'opportunité d'aller dans ce coin, chercher dans les paniers les objets quand ils en ont besoin. Et dans une classe, ils ont décidé tous ensemble d'avoir un doudou colère. Donc quand on va voir Monsieur Colère, c'est que ça va pas du tout. Et donc ils s'isolent avec Monsieur Colère. Donc c'est le petit nounours que vous voyez en bas à droite. Et toujours dans le bien-être, on s'est rendu compte qu'il y avait un temps qui était très propice à l'excitation et à l'énervement. C'est le temps de 13h20 dans les écoles. Donc, les animateurs rendent les enfants aux enseignants. En général, ils sont tous dans la cour et ce temps-là est très difficile pour tout le monde. Donc, on a décidé dans l'école d'avoir une action sur le 13h20, 13h50, très compliqué pour nous. Et on a mis en place un temps de décloisonnement. Alors évidemment, ça fonctionne parce que tout le monde décloisonne. Donc on a c'est des classes à double niveau. On a des petits grands, des petits moyens et des moyens grands. Donc les petits grands, les petits sont à la sieste, donc ils sont un peu moins nombreux. Et les petits moyens, pareil. Et donc ce temps-là, en fait, les animateurs... alors, je vais vous raconter ce qui se passait l'année dernière et comment on a aménagé cette année, parce qu'il y avait... Donc l'année dernière, les animateurs remettaient les enfants dans les classes à 13h20, les enseignants étaient dans les classes, et on proposait aux enfants 3 activités. Donc la première activité, c'était un temps calme dans une classe de moyenne section. Donc ils pouvaient choisir s'ils étaient grands, ils pouvaient y aller. Et ils avaient des tapis au sol, de la musique douce, les rideaux étaient tirés. Une deuxième activité, c'était des histoires contées et théâtralisées. Donc, c'est un des enseignants qui lisait des histoires et donc il pouvait aller écouter une histoire. Et la troisième activité, c'était du yoga. Donc, c'est l'image que vous voyez. Yoga avec des exercices de relaxation. Ils avaient au choix ces 3 activités. Alors, c'est parti d'une réflexion en conseil d'école parce qu'on a des parents qui sont à fond. Et ils nous demandaient, oui, notre enfant, il est en grande section, il est très fatigué, on n'arrive pas. Et on avait aussi les parents qui nous disaient, oui, mais nous, notre enfant, il n'a plus besoin de dormir à la sieste, il est petit, il n'a plus besoin de dormir. Donc, on a fait intervenir le médecin scolaire et on a construit, donc le médecin scolaire est intervenu en conseil d'école. Elle a bien indiqué que le repos était... pour les enfants même de 3 à 6 ans, un temps de repos est très profitable et même pour des moyens grands, un temps calme est vraiment profitable. Donc, on a fait un questionnaire auprès des parents et en fait, on a été très surpris du retour du questionnaire puisque les parents nous demandaient que les moyennes et grandes sections fassent un vrai temps calme. Et donc, on est parti de cette réflexion pour proposer ces 3 activités-là. Et donc voilà, donc on a proposé, donc les animateurs montaient à 13h20 les enfants dans les classes, ils choisissaient, et puis voilà. Alors il y a eu, ça fonctionnait au début, ça fonctionnait bien, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que les animateurs, en fait, ils les montaient de plus en plus tôt, qu'ils s'excitaient devant les portes et tout, et que ça n'allait pas. Donc cette année, on a fait plutôt un choix dans le préau. Donc là, maintenant, on en est à... Les animateurs les gardent jusqu'à 13h20, ils font leurs activités jusqu'à 13h20. À 13h20, les enfants rentrent dans le préau. Il y a un système de carton où ils choisissent l'activité qu'ils veulent faire. Et donc, il y a 30 places pour l'histoire, il y a 15 places pour le yoga. Et donc, quand il n'y a plus de carton, on ne peut plus y aller. Et ça tourne puisque ce ne sont pas tout le temps les mêmes enfants qui rentrent en même temps dans le préau puisqu'ils sont avec des animateurs différents. Voilà. Et là, ça fonctionne mieux. Alors,
Je ne dis pas que c'est encore... parce qu'il y a le temps de passation quand ça se termine, 13h50, où c'est un petit peu compliqué, histoire de revenir dans les classes. Mais on y travaille. Et les enseignants, on a fait donc le bilan en fin d'année dernière. Et ils étaient tous très contents. Et finalement, on a reconduit l'activité parce que c'est eux-mêmes qui le demandaient en se disant c'est un temps que nous, on n'arrive pas à gérer, surtout quand on a une classe de moyens grands où on a des moyens qui ont envie de dormir, des grands qui ont plus envie de bouger. Et finalement, tout le monde s'y retrouvait. Voilà. Alors, je termine juste sur les effets en élémentaire. C'est-à-dire qu'après, forcément, si on continue à travailler les compétences psychosociales à l'élémentaire, c'est donner du sens, c'est valoriser, c'est respecter l'autre et le groupe. Et donc, dans certaines écoles de l'arrondissement, on a des assemblées qui sont mises en place. Donc, dans l'école qui est juste à côté de la nôtre, des assemblées où les enfants prennent la parole en grand groupe et viennent présenter une poésie, ils viennent chanter devant les autres, et c'est une fois par mois. Voilà. Donc après, on peut aussi avoir des élèves médiateurs dans les cours de récréation. Ça, c'est dans une autre école. Donc voilà.